j'accueille beaucoup plus facilement la parole et je m'aperçois que dans ma pratique, j'ai énormément de gens qui ont cette problématique avec la sexualité qui est hyper tabou, et donc pour le coup on en arrive à des dérives, peut-être effectivement pourquoi pas tarifer un acte sexuel, et en tout cas moi je peux percevoir à travers ma pratique la difficulté du lien au sexe, du lien à l'autre, quand on a été notamment victime d'agression, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour éventuellement parler des incidences que ça peut avoir, la difficulté qu'on peut rencontrer une fois qu'on a vécu soit une agression, voire même qu'on a vécu une sexualité tarifée, donc qui est un peu biaisée au niveau du lien, quoi. Super, merci. Quel type d'émotion traverse l'expérience de la prostitution chez les prostituées? Oui, effectivement, comme vous dites, c'est multiple, ça dépend beaucoup du parcours. J'imagine qu'il doit sans doute avoir une capacité à se dissocier, c'est-à-dire estimer qu'il y a une partie de son corps qui est monnayable tandis que l'autre continue à réfléchir et à avoir des pensées. Et cette capacité à se dissocier, on va la trouver notamment assez facilement chez les personnes qui ont été victimes de trauma, où il y a une mémoire dissociative qui se met en place, donc une faculté, on va dire, quelque part à accepter qu'une partie de son corps soit exploitée sans que ça nous fasse trop d'émotions. Sinon, je veux dire, si on n'avait pas cette faculté-là, on subirait de plein fouet cette intrusion dans l'intime et ce serait juste émotionnellement impossible. Mais je pense que cette capacité-là, elle est énergivore à souhait, quoi. C'est un travail de dingue, en fait, quoi. Donc c'est un travail qui est particulièrement épuisant, quoi, cette capacité à se dissocier, ouais, je pense. Après, vous posez la question du plaisir. Alors, enfin, de mon point de vue, là, immédiat, on parle de sexe, on parle de performation de genre, on associe le sexe au plaisir. Je ne sais pas si c'est la vraie question, en tout cas dans notre travail aujourd'hui, mais on arrive quand même à des biais ou à des... Donc il y a des personnes violées qui ont eu du plaisir pendant le viol, ou voire qui ont lubrifié pendant le viol, mais c'est ni plus ni moins qu'un mécanisme effectivement physiologique, c'est-à-dire que l'inconscient va lubrifier toute la cavité vaginale pour qu'il n'y ait pas de destruction pendant la pénétration forcée. Et donc souvent une personne violée ne va pas porter plainte parce qu'elle se dit zut, finalement j'ai lubrifié, j'ai pris du plaisir, donc quelque part peut-être que je l'ai cherché. Bref, déjà il y a la culpabilité, mais rajouter à ce phénomène physiologique qui est ni plus ni moins mécanique, effectivement ça peut les inciter à ne pas lui porter plainte. Donc effectivement j'imagine que dans le cadre de cette activité de prostitution, cette notion orgasmique, j'ai eu un orgasme alors que je suis censée feindre l'orgasme, est-ce que c'est légitime? Effectivement, c'est notre question. Et alors, si facilement à la sexualité, ça développe chez chacun d'entre nous ce côté un petit peu pervers qui est dans le refus de la frustration. On ne veut pas être frustré, et là pour le coup c'est vrai qu'on nous offre typiquement toute la latitude de pas être frustré, donc on y va, on consomme, et ça active, ça développe chez beaucoup d'entre nous ce petit côté pervers qu'on a tous, et qui chez certains déborde un peu, et on en arrive à consommer des choses qui sont juste innommables. Donc, je trouve que c'est ce biais-là. À tout niveau, on se livre et nous courses, on fait... Oui, tout à fait. C'est-à-dire on va consommer du sexe comme on va consommer sur Amazon, acheter des bouquins. C'est une question d'immédiateté qui... Ouais. Et qui est propre au trait d'un pervers, en fait, où la frustration n'est juste pas tolérable. Et on a malheureusement tous entre les mains un outil qui nous permet de ne pas être frustré, quoi. On se posait également la question du rapport, parce qu'on a compris qu'il y avait un rapport à la précarité parfois, ou en tout cas du mal que peuvent avoir les hommes à parler de leur sexualité, de leurs problèmes vis-à-vis de la sexualité. C'est quelque chose que vous rencontrez souvent? Alors oui, déjà je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, la difficulté quand on est un homme qui se prostitue, enfin en tout cas le côté chouette, c'est qu'on s'entend dire qu'on est un escort boy et puis ça peut être flatteur, ou à l'inverse c'est tellement honteux qu'on n'ose même pas en parler. Enfin là on voit un petit peu les effets du patriarcat où pour un homme, si voilà, forcément ça va être bien, ou alors c'est tellement que même pas c'est nommable, quoi. Donc enfin je trouve que là c'est un petit peu les éclaboussures du patriarcat quant à la sexualité. Après pour ce qui est de la sexualité masculine en cabinet, c'est ça que vous me demandez,
ouais, enfin, moi j'ai beaucoup d'hommes en cabinet, effectivement, qui viennent pour des problématiques sexuelles, voilà, d'ordre érectile ou éjaculation précoce, mais avec toujours derrière cette espèce d'angoisse de performance qui fait que bah, voilà, ça nous bloque complètement. Et là aussi, me semble-t-il, il y a cet effet du patriarcat où il y a cette espèce de chape de plomb là, qui vont sur eux. Et quelque part, on peut aussi comprendre, si on doit faire un lien avec la prostitution, que ben, pour s'adonner les premières fois et essayer de trouver un petit peu d'aisance dans sa sexualité, pourquoi pas aller voir une prostituée pour voilà, les premiers ébats, parce que c'est hyper compliqué. Moi j'ai des jeunes en cabinet qui n'ont jamais eu de premier rapport sexuel et qui se mettent une martèle en tête, parce que qu'est-ce qu'ils ont comme éducation très peu à l'école, hein, parce que je crois que c'est en 2001 ils avaient prévu l'éducation à la vie. Et puis en fait, il y a eu un rapport en 2021 du Sénat qui disait qu'il y avait à peine 15% des écoles qui respectaient le programme en question. Je crois qu'en 2024, là, pour la rentrée de septembre, il y a la volonté de mettre un programme en place un petit peu plus cossu. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi inefficace en tout cas que le dernier. Enfin, toujours est-il que voilà, les hommes aujourd'hui, comme les femmes, l'éducation à la sexualité se fait par la pornographie, donc il y a une pression de dingue, parce qu'évidemment, ce qui est décliné sur les films de porno, les vidéos de porno, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Donc il y a cette espèce de pression qui n'est pas facile. Et puis juste aussi pour faire un petit point sur toujours cette notion de genre où on n'a pas le même discours. Je crois que le nombre de partenaires déclarés moyen pour les hommes sur une vie, c'est 11 partenaires. Et les femmes, elles, disent qu'elles en ont 4. Donc il y en a forcément qui mentent. Hein. C'est-à-dire que les hommes vont en donner un petit peu plus qu'ils n'en ont, et les femmes, pour ne pas passer pour des putes, justement, ou des salopes, vont dire « moi j'en ai que 4 ». Mais forcément, entre 11 et 4, il y en a qui mentent. Hein. Mais je trouve que c'est le reflet vraiment de la société dans laquelle on vit, où ben voilà, la femme, l'homme dispose, enfin la femme plutôt c'est l'inverse. Hein. L'homme propose, la femme dispose. Et peut-être traiter de façon différente, accompagner de façon différente, hein, si c'est un homme ou si c'est une femme qui va vouloir. Oui, bien sûr. Voilà, déjà, j'accompagne avec mes convictions un petit peu. Hein, je crois que malheureusement, on est chacun teinté un petit peu de notre parcours. Évidemment, ça va être un accompagnement différent en fonction du genre. Et de toute manière, il sera singulier à chaque fois, parce que chaque parcours est complètement singulier. Et puis, il nécessite oui, voilà, un accompagnement spécifique. En fait. Il n'y a pas, on va dire, de normes, on va dire, dans l'accompagnement. Si ce n'est que la norme, c'est justement de s'adapter à chaque cas. Donc, voilà. Mais je constate quand même que cette angoisse par rapport à la sexualité, ce côté tabou, tous ces non-dits qui vont pour le coup se traduire par des comportements qui ne sont pas souhaités ni souhaitables, ouais, voilà, ça a beaucoup de répercussions, quoi. Et d'où effectivement ces consommations de sexe, d'où l'augmentation de la pédocriminalité, d'où ces incestes qui sont tus, personne n'en parle, et puis pour le coup ça continue à perdurer, il y a une omerta partout. Donc aujourd'hui je trouve que le sexe c'est hyper politique et tout le monde se cache, voilà, on ne veut pas savoir ce qui se passe derrière la porte de la chambre à coucher, alors que ouais, mais pourtant il s'y passe des choses assez fortes, quoi. Que ce soit dans la chambre d'une prostituée ou d'un couple lambda. Ouais. Alors, peut-on vraiment dissocier prostitution et amour? Existe-t-il des situations où les deux peuvent coexister? Intéressant ça comme question. Alors, vu ma fenêtre, comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Que pour moi, la prostitution, il y a une notion de chosification, c'est-à-dire qu'on devient un objet d'une prestation. Donc, ça ne me semble pas être vraiment compatible avec la notion d'amour, où on est dans une espèce de don inconditionnel, où il y a une notion de joie, il y a une notion d'allégresse, que je ne pense pas qu'on puisse complètement trouver dans la prostitution. Alors évidemment, il ne faut pas faire de généralité, il y a certainement des cas où ça existe, mais vu de ma fenêtre, j'aurais tendance à dire que ça me paraît compliqué de faire coexister les deux. L'éducation plus que tout, en tout cas par rapport à cette question-là. Je pense à l'éducation, je pense au manuel de SVT, où encore aujourd'hui on trouve des manuels de SVT où le clitoris est représenté comme un petit bouton en haut des grandes lèvres.
c'est assez pathétique quand même. Voilà. Donc c'est en termes de, voilà, pour noter un petit peu le niveau de l'éducation de la sexualité en France, je crois que ce petit symbole du clitoris sur les manuels de SVT, il est assez représentatif.